Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode du Seb Show dédié à la première saison de Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. À date, en 2021, j'ai réussi à répondre à vos commentaires. J'essaie de revoir aussi les anciennes vidéos, dans le sens de dire, en tout cas jusqu'au moins au 1er janvier, fait que, pour me tenir à jour. À un moment donné, je vais arrêter d'aller voir les anciennes vidéos, parce que ça prend toujours un petit peu de temps quand même. Fait qu'essayez quand même de, si vous avez à me répondre, peut-être de le faire sur des nouveaux vidéos, ça serait peut-être plus facile pour moi de faire un suivi que quand vous me réécrivez des commentaires sur d'anciens commentaires, parce que malheureusement YouTube étant ce qu'il est, ça m'indique pas quand vous me répondez à un ancien commentaire. Donc c'est plate. J'aimerais ça qu'il y ait cette fonction-là, ça ferait comme « Ah, j'ai pas répondu à ça, j'ai pas répondu à ça », mais malheureusement c'est pas le cas. Donc c'est un petit peu plate. Aujourd'hui, beaucoup de stock. J'espère faire une vidéo qui va être un peu plus court, mais il y a beaucoup de stock et surtout énormément de vos questions. J'ai reçu une tonne de questions en privé sur Facebook, une tonne de commentaires, de questions sur mes vidéos YouTube que j'ai notées. J'ai dit à plusieurs d'entre vous, je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Et je vais commencer par ça, même s'il y a certaines personnes qui vont faire comme « Ah, pas encore! » Je vais commencer par une question, en fait un commentaire qui est revenu à 2-3 reprises, une fois je pense sur mon mur, et c'est revenu aussi un peu je pense sur Twitch ou en tout cas en privé sur Facebook, peu importe. Donc les gens me disent parfois que je me répète ou que j'utilise un langage comme, je pense, attendez un peu, je vais retrouver la personne, je pense que c'était... J'ai tellement d'affaires d'écrit, ça n'a pas de maudit bon sens. C'était Régine Dragon qui nous avait écrit sur YouTube. J'avais eu d'autres personnes, mais habituellement, quand on m'écrit sur Facebook en privé, je garde les noms privés. Mais quand c'est sur c'est directement sur ma chaîne YouTube, je réponds. Donc, Régine Dragon qui avait parlé du fait que, bon, j'utilisais entre autres mes commentaires comme fait chier ou des choses comme ça, de façon un peu plus régulière et peut-être trop régulière. Je veux simplement vous expliquer, puis je vais faire un lien aussi avec un autre commentaire de Jean Sanson qui me parlait « Tu devrais faire tes vidéos le lundi ou le mardi ». C'est que malheureusement, je suis extrêmement serré dans mon horaire. Je travaille énormément, que ce soit sur mes projets, sur mes choses personnelles, que ce soit avec le travail. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Ce que ça crée, c'est que généralement, je fais mes vidéos un peu de façon catastrophique, je dirais. J'essaie de répondre à vos questions, j'essaie d'écouter l'émission et dès que je peux, et après ça faire une vidéo. Ce qui crée des situations qui sont un peu particulières, c'est-à-dire que des fois, je suis complètement exhausted, je vais utiliser l'anglicisme, mais complètement épuisé. Donc, c'est meilleur comme ça. Quand j'arrive en vidéo, je vais vous prendre l'exemple de mon dernier vidéo. J'avais à peu près 3 heures de sommeil dans le corps. J'avais répondu à tous vos commentaires sur YouTube à ce moment-là. J'avais écouté les émissions et après ça, je me suis tapé la vidéo qui était de 1h15 ou 1h20, quelque chose comme ça. Donc, ça avait été qu'à peu près 6 heures de travail globalement, là, en mon sens, de concentration, de prise de notes ou de choses comme ça pour en arriver au résultat. Et disons que, cérébralement parlant, j'étais moins là, ok? Et ça fait en sorte que, malheureusement, dans des cas comme ça, et ça m'arrive aussi parfois sur ma chaîne Twitch, l'esprit étant moins là, l'intelligence étant moins là, ayant un cerveau un petit peu plus à terre, ça fait en sorte que, malheureusement, parfois je ne choisis pas les bons mots, parfois je me répète, parfois j'utilise des termes de façon répétée qui sont comme un peu plates, un peu poches. Je m'en excuse, mais c'est vraiment pas de la mauvaise volonté. Et si vous regardez mon historique de vidéo, je pense que vous êtes capable de voir quand même que j'ai un vocabulaire quand même bien garni. En tout cas, j'essaye de le montrer. Et donc, c'est la fatigue habituellement qui parle beaucoup plus que le fait que je suis limité dans ce que je suis capable de vous dire. Et pour le commentaire de Jean Sanson, pour faire mes vidéos le lundi et le mardi, je reviens avec le principe que malheureusement,
malheureusement, c'est le temps qui me manque. J'avais réussi à le faire avec Occupation Double à une certaine époque, de faire comme 2 vidéos durant la semaine. Malheureusement, il faut que je saisisse l'opportunité de faire la vidéo la fin de semaine où il n'y a pas d'épisode qui court. Premièrement, c'est le meilleur moment pour moi d'essayer de trouver du temps pour faire ces vidéos-là. Et la deuxième des choses, c'est qu'avec Occupation Double, bizarrement, souvent, je faisais mon épisode, je le mettais en ondes, mais là, il y avait déjà eu l'autre épisode que j'avais pas encore écouté le soir même, et là, les gens me commentaient en me disant « Ouais, mais t'as pas parlé de telle chose qui s'est déroulée ce soir. » Ouais, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un décalage. C'était des choses comme ça qui me dérangeaient un peu, et c'est pour ça que je choisis la plage horaire de fin de semaine. C'est beaucoup plus simple pour moi. La semaine, je serais juste pas capable de vous le faire. C'est plate, mais c'est ça. Fait que donc, je m'en excuse, mon cher Jean. Fait que, ensuite de ça, sur les commentaires, évidemment, le gros commentaire qui est revenu cette semaine, et je pense que d'après moi, c'est moi qui l'ai mal expliqué. Je parlais du décalage de production que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien ou qui était comme étrange par rapport à la programmation telle qu'elle est faite. Et les gens m'ont parlé du décalage d'1 jour ou 2 jours. Et je comprends, puis vous avez été super nombreux à m'en parler. Mais c'était pas de ça que je parlais. Dans toutes les téléréalités comme Big Brother, Love Story, que ce soit Big Brother US même, ou Canada, ou ici, il y a toujours ce décalage-là d'une journée ou 2 pour faire le montage vidéo. C'est très rare qu'ils prennent les séquences de la journée même. Ça arrive. Mais c'est plutôt rare. Et c'est un décalage que je considère normal. Généralement, c'est les événements de la veille, ils les présentent et c'est correct. C'était pas de ça que je parlais. Je parlais sincèrement d'un décalage anormal. Et je veux que vous me suiviez dans mon idée parce que je veux pas que ça soit vu ni comme de la conspiration, ni comme de la suranalyse. Ce qui me trottait dans la tête, je me disais, quand on regarde les concepts de Big Brother célébrités à travers le monde, il n'y a aucun concept qui dure plus que 4 semaines. Et nous, on fait 13 semaines au complet. Donc, à peu près 9 semaines de plus. Donc, on triple pratiquement ce qui se fait ailleurs. Et en plus, on a des salaires exorbitants pour les joueurs. Donc, et puis je veux que vous preniez le temps de faire un petit peu la gymnastique mathématique en arrière de ça. Par exemple, si l'émission n'était pas filmée sur 7 jours, mais était filmée sur 6 jours, peut-être que visiblement, vous diriez « Ouais, mais ça change quoi? C'est-tu si important que ça? » Ben, monétairement, oui. Monétairement et logistiquement parlant, ça fait une très, très grosse différence. Et là, c'est pas de dire on laisse les gens à l'intérieur de la maison pendant 7 jours, on en a filmé juste 6. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que les semaines ne seraient pas de 7 jours, mais seraient de 6 jours. C'est-à-dire que la première semaine aurait pu être du dimanche au vendredi, et la deuxième semaine repart le samedi jusqu'au jeudi, et ainsi de suite. OK? J'espère que vous me suivez. Je vous filme ça, il est 1h50 du matin, j'espère que je vais être cohérent dans cette vidéo-ci. Ça me ferait chier de la reprendre. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, imaginez-vous que c'est sur 6 jours au lieu de 7 pour une première semaine. Eh bien, les fonctions de l'UDA, parce que les gens m'ont parlé beaucoup de l'UDA, les contrats avec l'UDA, et je comprends toute cette dynamique-là. Et c'est justement où ce que je vous amène avec mon point. Par exemple, si le contrat de l'UDA exige un montant, je vais dire, de 7 000 $ pour une semaine de travail. Donc, c'est environ 1 000 $ par jour. C'est comme ça qu'on pourrait le calculer facilement. Mais vous filmez 6 jours. Votre première semaine est de 6 jours. En fait, par rapport au nombre de joueurs, on s'entend là. Moi, je calcule toujours par rapport aux joueurs, aux éliminations et autres. Eh bien, le fait que ça dure 6 jours au lieu de 7... vous économisez direct en partant 15 000 $ cash. Juste en termes de salaire de joueur. Dans une semaine, vous économisez 15 000 $ juste en éliminant une seule journée. Et ça devient exponentiel au fil des semaines. À chaque semaine de 6 jours qui se déroule, ça fera en sorte que vous éliminez
une portion de, exemple, 14 000, 13 000, bon, 12 000, et en plus, vous gagnez du temps. Donc, à la fin de on pourrait dire, de ce calcul mathématique-là, ben vous auriez retranché, on pourrait dire, à peu près une semaine et demie de l'aventure. L'aventure aurait duré une semaine et demie de moins que ce que nous, on voit. Et donc, on peut regarder un peu ce qui se fait à Occupation Double. Occupation Double a un principe pas totalement similaire, mais la production a arrêté de filmer bien avant. 2, 3 semaines, 4 semaines, je pense que c'est 3 semaines le maximum qui sont allés, mais bref, avant que la finale se déroule. Les gens sont séquestrés au loin et tout, mais ils ne sont plus, ne seraient plus comme en tant que contractuels pour l'UDA dans une telle situation. Et là, vous ajoutez là-dessus le fait que pendant une semaine et demie que vous avez gagné, vous avez économisé vos caméramans, vous avez économisé vos monteurs de son, vous avez économisé aussi sur la location du manoir. Et tout ça rentrait en ligne de compte que je me disais, est-ce que c'est possible que le show est tourné plus rapidement que ce que nous, on a l'impression que c'est tourné? Parce que d'enlever une journée est pas excessif. Je veux dire, on le verrait probablement pas beaucoup. Si on commençait à tomber à 2-3 jours de moins par semaine, là, je vous dirais peut-être que ça créerait un déséquilibre qui serait plus marqué que ce qu'on a. Mais on ne le sait pas. Je veux dire, le problème qu'on a avec la mouture actuelle, c'est le fait que moi je comprends pas, honnêtement. Premièrement, on a un montage rushé, on a un montage comme bâclé, que je sais pas d'où ce qui vient. Puis moi, dans ma tête, je me disais, le montage pourrait peut-être être bâclé parce que le cheminement de la saison est étrange. Parce que ce qui nous montre à la télévision versus où ce qu'ils sont rendus dans le jeu est différent. Ça pourrait être une des raisons notables. Ils essaient de faire un peu un semi-Survivor Amazing Race, c'est-à-dire de faire un montage à l'avance, ou même Occupation Double, en se disant, OK, ben on le sait déjà ce qui arrive la semaine prochaine, en partie parce que... Et donc là, ils réajustent leur tir pour que l'histoire reste cohérente. Ça pourrait expliquer le fait que les coupures, le montage est très mal fait. Peut-être qu'ils sont juste incompétents aussi. La deuxième des choses, c'est que vous payez des individus 7000 $ par semaine pour être filmés 24 heures sur 24. Je veux dire, vous êtes filmés 24 heures sur 24. Les règles de l'UDA sont claires, c'est par rapport au fait que ces gens-là sont filmés 24 heures sur 24. Puis vous ne mettez pas de webcam. Vous retirez à peu près 21 minutes de show par jour de gens qui vous coûtent 7000$ par semaine, donc 1000$ par jour. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça un peu étrange de ne pas profiter de cette situation-là pour justement créer un buzz. Les gens qui vont regarder, puis on a eu des commentaires par rapport à ça, mais les gens qui vont regarder les vidéos en live vont vous créer systématiquement un buzz. Moi, je suis certain que vous auriez eu la confrontation Varda-Marie-Chantal. Ça se serait parlé partout sur Internet. Hey, mon Dieu, je viens de voir ça. Pis, Big Brother, mon Dieu, la chicane a pogné. Et si vous auriez vu ce que Marie-Chantal a dit. Et vous passez à côté de ce buzz-là. Vous passez à côté du coût de ces webcams-là que vous offrez à votre monde. Que, dans le fond, qui peut être de la belle argent quand même. Même si vous avez juste, je vais prendre un exemple, 1000 personnes qui écoutent les webcams, puis qui payent 15$ pour écouter les webcams, ça vous fait quand même un 15 000 $. On s'entend avec les coûts afférents, on va dire peut-être un 8-9 000 $ au moins qui rentrent dans vos poches. Puis là, c'est 1000 personnes qui vous écoutent sur le web. S'il y en a 10 000, ben encore là, c'est x10. Fait que ça peut devenir intéressant. Et je sais qu'à l'époque de Luxury, c'était quelque chose qui était quand même très lucratif, les webcams. Et ça permet aussi au public de cerner ou d'apprécier un joueur beaucoup plus qu'un autre parce qu'ils sont capables de le voir agir pendant 24 heures sur 24. Encore là, la production, non, pas de webcam 24 heures sur 24. Rien. La troisième des choses qui me sidère dans cette théorie-là, il n'y a pas de show en direct le dimanche. Je pense, et il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est le seul Big Brother dans le monde qui n'a pas un épisode hebdomadaire en direct. Je pense qu'on est le seul endroit sur... Fait,
encore là, je trouve ça bizarre. Je trouve ça. Puis c'est pour ça que quand je regarde ce système-là, je me dis, est-ce que potentiellement le show est plus court à filmer que ce qu'il nous montre? Et c'était ça mon point. C'était pas le 1 ou 2 jours de décalage de production. Puis je le sais que les artistes semblent dire qu'il y a les journées de congé et il y aurait juste ça. Peut-être. Je vous dirais, ça se peut. Puis peut-être que pendant ces 2 journées-là, le show est juste pas filmé. Peut-être que ça fait en sorte que l'UDA passe par-dessus. Il y a peut-être des règles particulières qui font en sorte que ne filment pas durant ces 2 journées-là, tout simplement. Il les laisse aller. Et comme ça, l'UDA peut pas avoir droit de regard sur ces 2 journées-là. Ce qui ferait en sorte que les coûts seraient moins élevés. Peut-être. Il y a peut-être une solution de main, mais je trouve quand même ce phénomène-là étrange. Je trouve la façon qu'ils l'ont dealé de façon étrange. Ça a l'air soit garoché amateur, soit qu'il y a une autre raison en arrière. Ça peut être un ou l'autre. Ça se peut qu'il soit juste amateur. Mais je trouve ça étrange. OK, on va se le dire demain. Et c'était ça mon point par rapport au décalage dans le temps dont je parlais. C'était pas non le côté d'une journée ou 2 pour le montage vidéo, mais vraiment le fait que j'avais l'impression que le show se déroulait plus rapidement que ce qui nous était montré. Parce que pour moi, ça expliquerait énormément de problèmes. Et ça expliquerait énormément de... En comparaison avec d'autres téléréalités de célébrités comme ça expliquerait le fait que ils l'ont étiré sur les épisodes qu'ils nous ont montrés à la télévision pour combler le 13 semaines, mais dans le fond, le show a peut-être duré juste 1 mois et demi, non pas 13 semaines, mettons. Par exemple, ça pourrait être quelque chose comme ça. Fait que bref, c'était pour vous mettre en tête un peu ce à quoi j'avais pensé. On avait eu évidemment le commentaire sur le fait que la chicane Marie-Chantal et Varda n'avaient pas passé à la télévision. Je voulais quand même vous expliquer 2 choses. La première, c'est que... et ça, c'est un problème par rapport au côté célébrité de la chose, en mon sens. Ça vient avec une saison de célébrité. La protection de l'intégrité des joueurs est super importante. OK? Dites-vous qu'en arrière, puis je vous l'ai expliqué dans un des premiers épisodes, sinon le premier épisode que j'ai fait sur ma chaîne, le problème qu'on a avec le fait que c'est des célébrités, c'est qu'en arrière d'eux, il y a des avocats, il y a des agents d'artistes, et tout ce beau monde-là veulent pas que leur poulain paraisse mal à la TV. OK? Fait que ça va être des gens qui vont se battre de dire je veux pas cette séquence-là, non, cette séquence-là fait mal paraître ma personne, non, cette séquence-là, je pourrais me faire poursuivre, peut-être que je détruirai la carrière de mon client, non, tu montreras pas ça. Et là, c'est du débat qui peut s'effectuer en arrière-scène que nous, on n'a pas vraiment... qu'on voit pas vraiment. Et donc, on peut pas juger, et ça se peut que les caméras 24 heures sur 24, entre autres que je vous parlais au point précédent, soit une des raisons pourquoi on les voit pas, pour conserver l'intégrité des joueurs. Mais à mon sens, ça fait en sorte aussi que ça rend le show beaucoup moins attrayant. Ça fait en sorte qu'on n'a pas l'impression de vivre l'aventure, on a l'impression juste de se faire montrer ce qu'ils veulent bien nous montrer. Puis je vous dirais qu'Occupation Double est un peu dans le même genre, sauf que Occupation Double, il n'y a pas réellement de stratégie, c'est purement émotionnel. Ou très peu de stratégie, on va dire ça de même. Fait que c'est moins pire de pas voir les gars dans leur maison de gars entourés à faire des choses banales de la vie quotidienne, mais dans un contexte où il y a vraiment une stratégie à mettre en place, ben là, ça devient intéressant de l'écouter sur Internet et surtout pour s'accrocher à certains joueurs, de dire « Oh mon Dieu, ce joueur-là, il est exceptionnel, il est bon, on l'aime, il agit bien, il est songé, il est posé. » Et aussi de rejeter les joueurs qui sont un peu plus bitch, superficiels ou... bon, dans l'histoire de Big Brother, il y a eu de tout. Hein. Il y a eu du sexisme, du racisme, il y a eu toutes sortes de choses. Fait que c'est bon quand même de le voir. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il y a toujours aussi l'enjeu de l'heure d'écoute. Moi, je sais qu'il y a des événements qui sont survenus dans Lost Story que j'ai trouvé dégueulasses, que j'ai trouvé inacceptables. Moi, en tant que joueur et en tant qu'être humain, là, des choses que d'autres joueurs ont faites
et qui n'ont pas passé à la TV. Non pas parce que la production n'était pas prête de les passer à la TV, mais parce que c'était tellement extrême que la production ne pouvait pas les passer. Donc, je me dis, peut-être aussi que ça peut découler de tout ça. Mais bref, peu importe. C'est certain que le fait que ce soit des célébrités nuit énormément au fait d'avoir de l'information et d'avoir la bonne information. Parce qu'inévitablement, il va y avoir des gens autour de chacun de ces artistes-là qui vont vouloir protéger l'intégrité de l'artiste. Et donc, ça va être très défensif à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a eu D-Rob qui nous a demandé, j'ai l'impression que le jeu qui s'adapte aux participants, ça ne devrait pas être le contraire. D-Rob, t'as tout à fait raison. Les télé-réalités qui fonctionnent bien, les belles saisons, autant de Big Brother, Amazing Race ou Survivor, surtout Survivor, c'est quand le jeu amène des fois des twists, mais laisse les joueurs aller. C'est-à-dire que ce sont les joueurs qui provoquent ce qui peut arriver avec la twist. Malheureusement, il y a moins de tout ça dans Big Brother à la base. Survivor est beaucoup plus avancé que Big Brother à ce niveau-là. Mais néanmoins, on a l'impression présentement, puis on l'a vu avec l'arrivée de la deuxième boîte, avec le deuxième veto, la production essaye de provoquer quelque chose. Parce que aux yeux de la production, ça veut dire que ça va pas bien. Là, ils essayent de mettre un peu plus la main dans le show. On l'a vu avec l'histoire du repas avec Jean-Thomas Jobin, d'essayer de créer quelque chose d'intéressant pour le téléspectateur. Le deuxième veto, quelque chose de stratégique pour le téléspectateur. Donner la chance qu'il y ait un revirement de situation grâce à ça. Mais on voit que là, la production patauge un peu là-dedans, puis essaye de provoquer, et ça, c'est jamais bon signe sur la qualité de ton show. Parce que quand la production commence à trop s'embriquer, c'est parce que ton show, il est sur une pente descendante. Ça, c'est ma perception. Ça a toujours été un peu ça. Quand les joueurs sont très bons, habituellement, la production les laisse aller. Et ça crée la saison que ça crée. C'est comme ça. C'est toujours bon quand même d'emmener certains pouvoirs, certaines affaires pour dire, OK, ben, on va essayer de pimenter tout ça, puis voir s'il y a quelque chose qui peut sortir de ça. Mais généralement, les bonnes saisons n'ont jamais besoin de ça. Puis de ce côté-là, ben, c'est plate, mais là, on a l'impression que c'est ce que la production essaie de faire. Emmanuel Thibault qui nous a écrit pourquoi ils n'ont pas fait un Love Story au lieu d'un Big Brother tout à fait décevant. Est-ce qu'un jour reviendra ou c'est vraiment mort? Et je pense que l'histoire de Love Story est beaucoup plus complexe. Il y a des gens qui, j'ai vu un paquet de vos commentaires sur le fait que Love Story, ça appartient pas à la même personne. Et c'est des licences qui sont de toute façon, généralement, qui sont louées. C'est pas des licences qui sont possédées. Donc, que tu loues une licence comme Big Brother, que tu loues une licence comme Love Story, je pense même que la licence Love Story appartient à l'organisation, alors que Big Brother doit être loué. Donc, c'est même le contraire dans un tel concept. Ça serait à valider, je suis pas tout à fait sûr, mais je pense que ça appartient. Si ça appartient pas au diffuseur, ça appartient à une des maisons de production qui a travaillé dessus dans le passé. Le problème de Love Story a toujours été que les gens se rappellent de Love Story et d'Occupation Double. Et tant et aussi longtemps qu'Occupation Double va être sur les ondes, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de la place pour Love Story parce que ça va un peu un contre l'autre et non pas un avec l'autre. On le voit avec Big Brother, ils réussissent à amener les artistes sur le plateau de Julie Snyder, des choses comme ça. J'ai pas l'impression que ça serait aussi friendly si c'était aussi amical, si c'était un show de Love Story qui rentrerait pas nécessairement en compétition parce que ça serait évidemment pas sur les mêmes horaires, mais que la mentalité serait un peu similaire. Malheureusement, là. Fait que j'ai l'impression que Love Story ne reviendra pas tant qu'Occupation Double va exister. Je peux me tromper, mais ça peut popper. J'ai été le premier surpris qui ramène un Big Brother au Québec. J'ai été le premier déçu quand j'ai su que c'était une célébrité. Mais ça m'a pris par surprise. Donc, est-ce qu'une surprise peut arriver par rapport à Love Story? Oui, mais les chances sont beaucoup plus faibles. Surtout que là, ils essaient avec Big Brother. Ça semble pas fonctionner. Est-ce qu'ils vont simplement arrêter ce branding-là et s'occuper juste d'Occupation Double? J'ai l'impression que
Peut-être, malheureusement. Ensuite de ça, on a Rosalie qui nous a dit: que penses-tu des défis style sauce à spaghetti raté lancé à Jean-Thomas Jobin? Ben, ça, c'est ça. J'ai vu certains de vos commentaires là-dessus. Moi, personnellement, je suis pas d'accord parce qu'il y a un aspect stratégique derrière. Puis, c'est le fun pour un téléspectateur. C'est très le fun pour un téléspectateur comme nous autres de voir des événements comme ça. Mais ça place le joueur. En fait, c'est que ça place le joueur dans une situation particulière, mais ça le place autant négativement que positivement. Le hic là-dedans, c'est que ce pouvoir-là n'a pas été acquis d'une façon ou d'une autre. C'est la production qui choisit qui va avoir cette compétition-là et qu'est-ce que ça va être. Et c'est cet aspect-là qui m'énerve. C'est-à-dire que si par exemple la production disait on aimerait mousser un joueur, on aimerait mousser Jean-Thomas Jobin parce qu'on aimerait ça qu'il fasse bien, ben il pointe lui, puis c'est lui qu'ils vont chercher. Et pour moi, c'est inacceptable dans un jeu qui est censé être égalitaire. C'est-à-dire que tout le monde est égaux. Donc si vous pigez par exemple dans une boîte le nom de quelqu'un qui va avoir un défi particulier, c'est tel que tel. C'est comme ça, c'est bon, c'est une pige, c'est le hasard, mais tout le monde avait la même chance que ça y arrive, ou le même désavantage que ça arrive, parce que ça peut être négatif aussi envers le joueur. Et de l'autre côté, vous pourriez avoir un vote du public. Vous choisissez votre favori. Qui vous voulez voir avoir un défi cette semaine? On va y faire une sauce à spaghetti ratée. Le monde choisit Jean-Thomas Jobin. Bon, ben au moins, ça veut dire qu'il est apprécié du public. Parfait, vous lui donnez le défi, mais il l'a acquis. C'est pas la production qui a choisi un individu pour le faire. Et pourtant, je suis mal placé pour critiquer cet aspect-là. Je l'ai subi moi-même dans le Story 4 quand le maître m'a choisi pour aller dans le cercueil. Et je l'ai vécu, c'était belle fun, ça a été bénéfique pour moi dans le sens de dire avec ce qui est l'attrait que ça l'a fait, puis comment que ça l'a fait jaser à l'extérieur, et aussi, bon, j'étais allé chercher les oui à l'époque pour tout le monde. C'était belle fun, c'était un beau défi, mais encore là, c'était pas acquis. J'ai toujours trouvé ça un peu plate, mais malheureusement, le story était un peu moins axé sur la justice, on pourrait dire. Fait que de ce côté-là, c'était comme un trending qui était plus connu. Dans Big Brother Célébrité, le problème, c'est que vu que l'impact de ce qui se passe peut avoir un impact à l'interne sur la stratégie et non pas juste par rapport au public, parce que le public va être à Love Story, tandis que là, c'est vraiment à l'interne. Je trouve que ça peut débalancer la game. Évidemment, un bon joueur va peut-être être capable de s'en sortir, mais un joueur qui a un peu de misère peut se faire remettre en doute, ou au contraire, un joueur qui performerait très bien dans une activité de même, ça va peut-être semer le doute dans la tête de certaines personnes, de faire comme, finalement, il ment très bien, hein. Fait que je trouve que c'est de mettre en danger un joueur ou de lui donner un avantage massif comparé aux autres qui n'ont pas cette chance-là parce que la production n'a pas choisi ces joueurs-là. Je trouve ça un peu plate de ce côté-là. Bon, Marilou qui nous avait parlé des webcams en direct, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Scorpion au féminin, puis ça a été un commentaire que j'ai reçu quand même beaucoup cette semaine, qui nous a dit: bonjour Sébastien, j'aime beaucoup écouter tes analyses, mais je me permets une suggestion, serait-il possible de parler plus des épisodes en tant que tel? Puis j'ai eu Malicia aussi qui a parlé de ça par rapport à que je parlais des téléréalités à l'extérieur. Bon, c'est des commentaires que j'ai reçus beaucoup. Je vais vous expliquer deux choses. Premièrement, si vous réécoutez mes épisodes comme mes premiers épisodes d'Occupation Double ou de Survivor ou de n'importe quelle télé, même d'XOXO, dans les 2-3 premiers épisodes, je parle beaucoup des technicalités. Pourquoi? Parce que peu importe la saison de télé-réalité que vous allez écouter, généralement les 2-3 premières semaines sont beaucoup plus lentes. Les gens ne joue pas réellement très stratégique. C'est très rare que ça va rentrer de façon intensive direct en partant. Les gens vont jouer un peu, découvrir le jeu, découvrir les fonctionnalités, essayer de partager avec les autres. Les alliances vont commencer à se mettre en place, mais il n'y a pas...
il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, à part quelques saisons vraiment très précises, mettons, si on va à l'international. Donc, j'utilise toujours un peu ces premières semaines-là, peu importe la télé-réalité, pour parler des technicalités, du côté, que ce soit en arrière-scène, que ce soit des comparaisons que je suis capable de faire avec les autres télé-réalités, parce que il y a des gens ici qui connaissent, qui ont un engouement extraordinaire pour la télé-réalité québécoise, mais qui connaissent rien d'autre. Fait qu'eux autres veulent se faire parler de télé-réalité québécoise. Mais j'ai des gens ici aussi qui n'ont jamais connu aucune télé-réalité, ni québécoise, ni à l'extérieur, ou très peu. Donc, je donne des informations techniques, le fonctionnement, la façon qu'un show peut être monté comme ça, si on se compare, parce que moi j'ai reçu énormément de commentaires, je vais avoir reçu peut-être une vingtaine, trentaine de commentaires faciles en disant « Ouais, mais c'est-tu de même que ça se joue aux États-Unis? C'est-tu de même? Ça marche-tu comme ça? Tu sais, y a-tu tel pouvoir? » Il y a des questions que c'est comme ils ont-tu ça un veto aux États-Unis? Ben oui, ils ont un veto aux États-Unis, puis oui, ils ont un patron, c'est un de Fall Soul. J'ai reçu des questions comme ça. Et j'ai des gens qui sont des fanatiques de télé-réalité qui écoutent énormément la télé-réalité américaine, canadienne ou même internationale. Et donc, il faut que je trouve une balance là-dedans, d'essayer de couvrir pas mal tout le monde. Parce que quand j'arrive en vidéo comme ça, ben je me fie aux commentaires que j'ai sous mes vidéos pour essayer de m'orienter un peu sur ce que je peux dire. Mais je me fie aussi sur ce que les gens me parlent beaucoup sur Twitch, en direct, et ce que les gens me parlent beaucoup en privé, sur Facebook. Donc, moi, je fais un mix de tout ça, puis je me dis, OK, les enjeux sont un peu plus là, et donc, c'est là-dessus que je vais mettre mes énergies. Beaucoup plus que sur le reste. Ça, c'est la première raison, je vous dirais. Fait que c'est un mix. Fait que quand je sens que les gens veulent se faire parler un peu plus de technicalité, de comparaison, ben mon vidéo va être beaucoup plus axée là-dessus. Et je pense qu'au début d'une saison comme ça, c'est toujours mieux de le faire dans les premiers épisodes et ensuite de ça, d'analyser la game de façon plus intensive plus tard. La deuxième raison, puis est vraiment honnête de ma part, ben, je les ai trouvées plates les 2 premières semaines, ok? j'ai regardé, puis la première semaine, je vous ai parlé quand même beaucoup de François Lambert, un peu des alliances, comment c'était les coups stratégiques un peu moins intenses. Mais la deuxième semaine, sincèrement, je trouvais pas tant de choses à dire. Pour moi, c'était une semaine qui était tellement prévisible, quasiment du début. Puis j'ai l'impression que la production a essayé de mettre un suspense là-dessus, mais c'était tellement prévisible que c'est comme... Je sais pas quoi vous dire dans des moments comme ça. C'est l'analyse des alliances, c'est comme... Ben, il y a une très grosse alliance, puis une petite alliance, puis la grosse va manger la petite. C'est comme... Mon résumé, c'est à peu près ça. Ça serait très surprenant qu'il y ait des revirements de situation. Ça peut toujours arriver, mais présentement, on le sent pas. Fait que c'est pour ça que j'utilise ces moments-là pour parler un peu plus des à côté, je pourrais dire. Même si ça me fait plaisir d'analyser la game, c'est un peu comme XOXO à une certaine époque. Vous vous en souvenez? Analyser la game de XOXO, c'était à peu près comme analyser, je sais pas moi, une feuille de papier qui vole au vent sur le trottoir. C'était à peu près aussi excitant que ça pour moi. Ben, des fois, il y a des choses comme ça dans Big Brother. Il y a des éléments que je suis capable d'aller chercher, de dire « Oh, ça serait le fun d'en parler. » Mais de faire un gros vidéo là-dessus, peut-être moins. Fait que c'est la raison. Fait que mais c'est sûr, je vais parler un peu plus de la game. Surtout si les joueurs ne jouent pas aussi défensif. Parce que le problème qu'il y a, puis je vous en avais parlé avant même que le show commence, avec des célébrités comme ça, le fait qu'ils veuillent conserver leur intégrité et aussi le fait qu'ils veulent pas déplaire, la probabilité de gros backstab, de gros revirements de situation, comment je pourrais dire ça, donc, de changement de position, de force, risque d'être quasi inexistante. J'ai même été surpris la première semaine que François Lambert attaque aussi sauvagement. J'étais comme, man, ok, ben peut-être qu'on va avoir une bonne saison, mais on le voit, on le sent, les autres joueurs sont très émotifs, les autres joueurs ont comme concept de vouloir mentir, mais ils s'en veulent tout de suite après. C'est comme, oh non, j'ai menti, je me sens mal, je me sens tellement mal, je suis tellement une mauvaise personne.
Tu regardes ça et tu te dis, ah, man, ils vont agir de même jusqu'à la fin. Hein. Je veux dire, si vous pensez qu'ils vont agir autrement, fait qu'ils vont y aller avec des votes simples. Chaque semaine, ils vont éliminer la personne qui est la plus susceptible, normale, d'éliminer. Puis peut-être qu'il va y avoir un choix ou deux, puis ça va peut-être être déchirant, mais ça risque d'être banal, en mon sens. Surtout avec des célébrités comme ça, que quelque part, le but ultime de leur de ce qu'ils font présentement n'est pas de gagner le Grand Prix. Puis c'est ça qui est malheureux dans la situation, c'est que s'ils sont payés 7 000 $ par semaine, puis qu'ils ont vraiment le 13 semaines, ton but n'est pas nécessairement de gagner. Ton but est de rester le plus longtemps possible. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu comme de jouer la trappe au hockey. Tu peux te faire compter un but, même si tu joues la trappe, ça peut arriver. Il y a des grosses chances que ça arrive pas. Tu joues les probabilités. Fait que la probabilité ici, c'est je suis dans une grosse alliance, je suis capable d'éliminer plusieurs joueurs en ligne de l'autre alliance et je vais me rendre dans les 8 derniers. Ça va faire en sorte que je vais avoir, mettons, 5 semaines de salaire, 7 semaines de salaire. C'est beau, ça. Un beau gros 7 semaines de salaire plein. Puis à ce moment-là, on va éliminer les autres joueurs qui sont un peu à part de notre propre alliance. Comme exemple, Emmanuel pourrait très bien fitter, ou Marie-Chantal Toupin pourrait très bien fitter dans un contexte de même, d'éliminer toutes les peinés, un après l'autre. Puis après ça, c'est comme, ouais, on est tombé avec notre alliance qui s'entend bien, là. On va éliminer ceux qui sont un peu outsiders dans cette alliance-là. On va commencer avec Emmanuel. On va ensuite faire éliminer Marie-Chantal. Tiens, sur ta part, il n'y a pas de problème. Et là, tu vas te ramasser que ça va être ultra prévisible. Et ça c'est un petit peu problématique. On a eu l'autre commentaire, puis c'est le dernière vraie question que, en tout cas je pense, là je vais remonter, mais qu'on a eu, ça a été une question qui est revenue aussi beaucoup. Noir Métallique qui a écrit, penses-tu que Big Brother Québec aurait pu prendre des célébrités pour s'épargner la tâche de passer des auditions en temps de pandémie? Bon, ça c'est quelque chose que j'ai vu de plusieurs personnes, plusieurs fois sous mes vidéos, mais aussi en privé. Oui, c'est un peu plus facile, mais c'était pas impossible de passer des auditions, bien au contraire. En mon sens, essayez de vous imaginer. Vous êtes une maison de production, puis vous allez filmer des gens 24 heures sur 24. Est-ce que ça n'aurait pas été un très bon concept de justement faire comme hey, faut que vous nous envoyiez vos vidéos, faut que vous nous prouviez que vous êtes apte à aller dans une télé-réalité comme ça. Envoyez-nous vos vidéos par Zoom, par n'importe quoi, par n'importe quelle fonction Internet et prouvez-nous que devant une caméra, vous êtes à l'aise et non pas genre de jaser un juré. Et là, plus tu progresses dans le jury, ben là, tu peux avoir une interaction avec les gens de l'autre côté. Et il faut vous êtes dans une télé-réalité où qu'on le veuille ou non, principalement, vous êtes comme seul dans votre monde quand même. Fait que d'être tout seul chez soi, d'être capable de parler à la webcam, de parler à l'écran alors qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, il faut que tu aies un certain talent pour le faire. Faut que tu sois divertissant par toi-même. C'est beaucoup plus facile, en mon sens, de passer une audition en personne que de passer une audition à distance. Et donc, il aurait pu aller vers ça. Et, entre autres, Survivor le fait depuis des années. C'est-à-dire que Survivor offre aux gens d'envoyer les auditions par vidéo. Et il y a plein de joueurs qui ont été sélectionnés par simple vidéo. Oui, c'est vrai qu'ils les convoquent par la suite. Mais en mon sens, les artistes qui ont convoqué ont dû rencontrer la production à un moment ou à un autre quand même. Je veux dire, on peut toujours penser que des gens comme Jean-Pascal, entre autres, ou même peut-être François Lambert, ou des choses comme ça, peut-être ont eu un passe-droit de faire comme, c'est des artistes de plus haut calibre, on va utiliser ce terme-là, mais on s'entend que c'est pas tout le monde dans cette saison-là qui a le même standing, donc je pense que quand même, dans la sélection en dessous, il y a eu quand même un certain recrutement, et moi je le sais que la production a contacté beaucoup plus de gens que ce qui a été contacté. Donc, en mon sens, il y a quand même eu un certain défrichage de terrain qui aurait pu être fait la même chose avec des inconnus. Est-ce que ça aurait été plus difficile? Oui, mais c'était quand même faisable.
Big Brother US a quand même fait sa saison 22 en pleine pandémie. Elle a fait un All-Star qui était plus facile aussi, si on s'entend, mais ça reste quand même qu'ils l'ont fait. Donc, je vous dirais que logiquement, oui, ça devait être plus facile, mais pas impossible d'aller chercher des candidats sans les rencontrer, ou du moins sans les rencontrer pendant un bon bout de temps. Et il y aurait une très grosse économie de coûts par rapport à la production d'avoir été dans ce sens-là et une logistique beaucoup plus simple. Donc, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait quand même. Donc, ça fait le tour un peu de vos questions, si ma mémoire est bonne. Je vais poursuivre sur un point positif. J'ai trouvé quand même que Marie-Mé s'était mieux débrouillée cette semaine. J'ai pas arrêté de la critiquer dans les dernières semaines. Mais quand je trouve qu'elle est mieux, ben, elle est mieux. Fait que c'était moins pire. Donc, elle a peut-être pris ses aises. Donc, je suis content pour elle. Une chose que je voulais vous parler, parce que les gens me parlent beaucoup des rebondissements, entre autres, dans le show, de dire justement, il faudrait que la grosse alliance pète et que la petite prenne du pouvoir, puis tout. Et il y a une part que la situation fait en sorte que cette alliance-là, la grosse alliance, normalement, statistiquement, va réussir à se rendre à la fin sans trop de problèmes, à mon sens. Peut-être à une exception près ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver dans les prochaines semaines. C'est sûr que le titre de patron peut toujours changer de quoi. S'il y a quelqu'un qui se donne à fond pour le gagner, je vous dirais c'est possible. Mais bon, à date, j'ai plus l'impression que le seul qui peut peut-être potentiellement gagner un titre de patron et changer la dynamique, ce serait peut-être Richardson, mais c'est à peu près le seul. J'ai pas l'impression que ni Rita Baga, ni Varda, ni par exemple Maxime Landry. On le voit tellement pas que je me rappelais pas, c'est Maxime. Donc, que ces gens-là gagnent des patrons. C'est possible. Des fois, des questions, des trucs à choix de réponse. Des fois, on a des surprises. Mais faut pas compter là-dessus. C'est ça que je veux dire. Mais c'est un problème aussi qui est généralisé avec Big Brother en général. C'est-à-dire que dans Big Brother, surtout dans les dernières années, on a vu ce problème-là être récurrent. On l'a vu dans la dernière saison de Big Brother 22. On l'a vu aussi un peu dans Big Brother 21. Il y a eu quand même de la twist avec Big Brother 21, mais dans Big Brother 20, ça a été outrageant aussi. C'est le fait que quand il y a une alliance dominante, elle élimine les autres. Elle les passe un par un. Puis bon, des fois, il y a quelqu'un qui gagne un patron ou un veto. Puis ça place l'alliance dominante dans une situation un peu particulière. Mais c'est plutôt rare. Tu joues le nombre. Fait que c'est rare. On a eu Big Brother 21, Jackson, qui a réussi, malgré que c'était un être exécrable, qui a réussi à complètement planter l'alliance dominante par les victoires qu'il y a eu, par le fait de monter les gens les uns contre les autres. Ça a été extraordinaire. Ça a été de la belle TV. Malheureusement, c'était pas un joueur qui était aimé, fait que ça a comme nuit quand même. Ça a pas été bien. Ça a pas donné un bon résultat à la fin, c'est ça que je veux dire. Mais c'est ça, c'est un problème quand même qui est récurrent dans Big Brother. Et ça vient du fait que quand vous regardez, vous comparez Big Brother à Survivor, Survivor donne beaucoup plus d'outils pour te sortir de la merde. On va dire ça de même. Premièrement, les divisions de début de jeu créent des situations un peu particulières. Ils twistent beaucoup les équipes. Il y a des joueurs qui vont rejoindre d'autres équipes et qui se redivisent. Des fois, ça devient 3 équipes. Ça reforme les alliances parce que tu n'as pas le choix pour te sauver le cul de te réadapter dans une nouvelle alliance. Des fois, cette nouvelle alliance-là est meilleure que l'ancienne que tu avais. Ça crée des situations de même que tu peux pas créer dans Big Brother parce qu'il n'y a pas de tribu comme dans Survivor. La deuxième des choses, c'est que Survivor a des plans de pouvoir, des avantages. Vous avez des immunités cachées. Vous avez des fois des trucs comme Exile Island ou des choses comme ça, des twists qui font en sorte que même une personne qui est extrêmement en danger peut réussir à survivre jusqu'à la fin. Donc, je vais vous prendre un exemple, un des meilleurs exemples que j'ai en tête, c'est Ben, la saison de Survivor Heroes versus Healer versus
Je me rappelle pas le troisième terme, je m'excuse. Les mots me manquent ce soir. Donc, bref, c'est Hustler, c'est ça. Il fallait que je le trouve. Mais Ben a trouvé des immunités cachées jusqu'à se rendre dans les 4 derniers. Rendu dans les 4 derniers, il y a eu une compétition de feu avec un nouveau système. Mais il a réussi à se sauver le cul à chaque fois, malgré que toute l'Alliance était contre lui. Il y a eu Mike Holloway qui a vécu ça aussi dans Millennial versus Generation X à Survivor. Donc des gens qui étaient en situation de grave danger de se faire éliminer, qui ont quand même réussi à se sauver par eux autres mêmes. Dans Survivor, vous avez beaucoup cet instinct de survie personnelle que vous êtes capable de mettre en place. Des avantages que vous pouvez voler un vote, que vous pouvez changer, twister le jeu un peu. Big Brother offre beaucoup moins ce type de situation-là. Vous avez eu des pouvoirs comme Pandora Box qui a très mal viré aux États-Unis. Des doubles, triples éliminations où ce que là, tout est dans les airs. Encore là, ça change habituellement pas beaucoup la dynamique du jeu. C'est généralement très prévisible. Fait que c'est pour ça que je vous dis que malheureusement Big Brother à la base est beaucoup plus prévisible, exemple, que Survivor. Globalement. Et donc, tu pars avec un concept comme ça, et là, tu rajoutes la couche que c'est des célébrités qui font attention à leur image, et que c'est malheureusement pas nécessairement réfléchi avec un aspect très compétitif en arrière. Ils essayent, on va se le dire, la production a quand même essayé de ramener des challenges qui sont très populaires aux États-Unis, comme le mur au début, là cette semaine avec le fait de courir avec la vaseline, de remplir son boc ou des choses comme ça, c'était son bonhomme de neige, mais en tout cas bref, c'est toutes des choses quand même qu'ils font aux États-Unis, donc le côté compétitif est là. Mais c'est l'application qui a un peu de misère. Mais malheureusement, il y a une partie du problème qui découle du concept de Big Brother qui n'a pas évolué quasiment depuis, sincèrement, la mouture actuelle de Big Brother, telle qu'on la connaît même aux États-Unis, vient de la saison 3. Je veux dire, les pouvoirs que l'on connaît de Survivor datent de 2002. Je pense que oui, c'est ça. C'est 2002. Power of Veto, Head of Our Soul, qui était dans saison 2, et non pas saison 3, mais le Power of Veto a commencé à apparaître dans saison 3. HOH a commencé à apparaître dans saison 2. Enfin, c'est des pouvoirs qui datent de, je pourrais dire, 17 ans, là. Et ça n'a pas réévolué vraiment beaucoup en termes de pouvoir. Il y en a eu quelques-uns, des petits twists ici et là, mais très peu. Et on a quand même cette mouture-là au Québec qui crée cette situation-là où que malheureusement, il y a des grosses chances que l'alliance dominante élimine complètement la petite alliance avant de commencer à éliminer eux autres les joueurs qui sont pas dans leurs alliances à l'intérieur de leur propre alliance. Fait qu'on risque de voir à un moment donné un clash où ce que des gens comme Camille, Lisande, Claude, Kevin, puis Kim, mettons, un bloc de vote qui font comme, on s'aime bien nous autres, on est très amicaux les uns envers les autres. On devrait éliminer François, on devrait éliminer Jean-Thomas, on devrait éliminer tout ce qui peut rester de vestige, comme je vous dis, probablement qui commencerait avec Emmanuel, avec Marie-Chantal, après ça serait probablement François, ça serait probablement Jean-Thomas, puis ils vont rester le gang à la fin. Logiquement, puis il va falloir un joueur peut-être comme François Lambert pour se tremper et dire non, je vais provoquer quelque chose, parce que la majorité des joueurs le feront pas, malheureusement. Donc, ensuite de tout ça, des choses que j'ai notées dans la dernière semaine, fait que du jeu qu'on a vu, François Lambert qui calcule les trucs dans la maison, il y a des gens qui ont trouvé ça bien drôle, fait comme, c'est weird, mais c'est weird si vous connaissez pas la version américaine de Big Brother, parce qu'aux États-Unis, généralement, une fois par saison, il y a une compétition où de connaître ce qu'il y a dans la maison est important. Donc, soit qu'ils vous posent des questions sur le nombre de choses qu'il peut avoir, ils peuvent vous dire, vous envoyer sur des choses de rapidité, de dire, il faut que vous spottiez des choses qui n'étaient pas là et qui sont là, ou des choses qui ont disparu, combien de choses qui ont disparu dans la maison, des choses comme ça. Donc,
Donc, de voir François Lambert faire cette gymnastique-là de vérifier absolument tout dans la maison, peut-être que c'est un tic de sa part, mais je pense aussi qu'il y a un aspect stratégique qu'il le sait très bien, qu'il risque d'avoir une compétition liée à ça éventuellement. Vu que c'est un fan de l'émission, je pense qu'il doit être assez au courant de tout ça. Ensuite de ça, on a eu... Bon, je vais revenir là-dessus parce que... moi, je sais pas votre feeling. Les gens m'en parlent toujours positivement. Je comprends pas vraiment. Jean-Thomas Jobin, moi, je le regarde interagir avec les autres joueurs. Moi, j'y crois pas. Quand il bullshit les autres ou quand il essaye de zigzaguer, là, mais ça, je le regarderais puis je me dirais, man, je vais tellement t'éliminer. Là. Je le vois pas comme un bon joueur. Je trouve qu'il est tellement brouillon quand il parle aux autres. Je sais pas si c'est sa façon d'être, puis qu'il est de même à longueur de journée et que finalement, les gens se disent, ah, ça fait partie de sa personnalité, ça se peut, c'est comme ça. Mais je trouve qu'il est brouillon. Je trouve que les réponses qu'il offre sont pas des réponses qui sont convaincantes. Je trouve que la façon qu'il avait parlé comme avec Laurence, entre autres, ou même des fois quand il parle à François Lambert, je le trouve pas convaincant, je le trouve pas... Puis je le trouve pas intéressant. Et des fois, il y a des petits bouts de drôle que je suis comme... mais il y a des gens que je vais trouver plus drôles que lui. Que ce soit Richardson ou Varda quand c'est vraiment comique et non pas genre que tu fais comme... Mais tu sais, il y a Jean-François est plus drôle. Jean-Thomas, je suis comme... Je sais pas. Mais vous semblez l'aimer, fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais il est aussi bien de faire de quoi parce que présentement, la seule chose qu'il fait, c'est comme... Il reste en arrière. C'est une stratégie. Mais pour un joueur qui disait je veux faire Survivor, je le trouve nullement compétitif au niveau de Survivor, ben honnêtement. Ça, c'est ma perception. Bon, on a eu Kim qui a trahi Laurence. Très mauvais move. Très, très mauvais move en mon sens de Kim. Parce qu'elle avait cette aura-là de bonne personne. Et je pense que cette aura-là qu'elle avait lui permettait de ne pas se faire trahir en retour. Je pense qu'aucun joueur aurait aimé être celui qui backstab Kim dans le dos. Tu sais, j'ai eu beaucoup de misère. J'aurais plus vu quelqu'un, mettons, dans les 4-5 derniers dire « Écoute, si on t'amène à la fin, on va perdre contre toi, on t'élimine, mais ça aurait été très face-à-face. » Tandis que là, le fait qu'elle trahisse Laurence peut potentiellement donner de la légitimité à quelqu'un qui a trahisse. Je veux dire, la personne va dire « Écoute, tu m'en veux pourquoi? T'sais, toi-même t'as menti puis t'as blindsidé Laurence, en tout cas en partie. Pourquoi moi je te le ferais pas? T'sais, moi personnellement je sauterais à pieds joints sur l'occasion pour éliminer Kim. J'ai l'impression qu'elle vient de s'enlever une couple de semaines dans son aventure. Moi j'ai ce sentiment-là que Kim vient de s'éliminer une couple de semaines juste avec son move avec Laurence. Moi personnellement maintenant je la croirais plus. Et surtout, même si elle s'en veut, qu'elle panique autour de ça, je me dirais, maintenant, elle vient de me donner une bonne raison de la backstabber. Mais est-ce qu'il y a un joueur qui va se risquer à le faire? Ça, c'est une autre question. Bon. La situation avec Marie-Chantal Varda, on n'a pas eu vraiment toute l'histoire. C'est dur un peu à jauger. C'est certain que c'est comme n'importe quoi, il y a des insultes qui attaquent vraiment personnellement. Le problème, c'est que je pense que la réaction de Varda, il faut toujours voir le jeu. T'as beau avoir la personnalité que tu veux, ça reste quand même que entre ce que tu éprouves dans un jeu comme ça et ce que tu dois montrer, c'est deux choses. Et je pense que les gens qui sont là n'ont pas compris cet aspect-là, ou du moins ils sont pas capables de l'appliquer. Le côté émotionnel doit rester à la porte. Si tu utilises un côté émotionnel dans le jeu, il faut qu'il soit stratégique le plus possible. Puis je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile. Moi, je l'ai vécu, je pense que c'était à la 4e semaine dans le Love 4. C'était dur. C'était dur, puis ça m'a pesé lourd. Puis après ça, je me suis plus relaissé atteindre par quoi que ce soit dans le jeu. J'ai été capable de refaire comme, oh non, il faut que tu te ressaisisses, t'es là pour jouer. Il faut pas que tu aies cet aspect émotionnel-là. Vas-y, all-in. Tu voulais y aller all-in. Si tu te plantes,
ça veut dire que tu t'es déjà planté. Fait qu'à aussi bien y aller all the way avec ta mentalité, puis tu verras bien où est-ce que ça t'amène. Finalement, j'ai bien fait de poursuivre. Mais ce que je veux dire, c'est que la majorité des joueurs qui réagissent émotivement, et Varda, dans cette situation-là, réagit plus émotivement. Marie-Chantal aussi, mais Marie-Chantal était plus dans un rôle de victime que Varda. Et ça, c'est pas bon. Ça donne une bonne raison d'éliminer Varda. Et ben honnêtement, je pense que ça va être elle qui va partir, mais je vais vous revenir avec ça après. On a eu le couple entre Lisande et Claude Bégin. Chose super importante dans une télé-réalité, surtout avec un vote à l'interne. Essayez de ne jamais être en couple dans une télé-réalité. Je veux dire, ceux qui ont réussi dans l'histoire de la télé-réalité sont peu nombreux. Il y a eu Jackson qui avait réussi parce qu'il fréquentait Holly, mais il l'a flushé, je pense, 2 jours après qu'il ait gagné Big Brother 21. Rob avec Amber dans Survivor, bon, ça arrive à l'occasion, mais généralement les couples sont vus comme une plus grosse menace parce que ça forme un bloc. Et déjà que Lisandre est avec un groupe de filles qui inclut en plus Kevin, je veux dire, moi personnellement, j'essaierais de positionner pour que Lisandre se fasse éliminer. Fait que comme ça, tu détaches Claude de cette alliance-là. Peut-être qu'il va être frustré contre toi, mais là, c'est une autre histoire. Et en même temps, tu t'élimines un chiffre du côté des filles. Ça serait ma position d'essayer de... Tu sais, Lisandre, elle pense que stratégiquement, les gens élimineraient Claude ou élimineraient les autres filles au-dessus d'elle. Moi, personnellement, en tant que joueur, c'est elle que je mettrais une cible dans le dos, puis c'est elle que j'essaierais d'éliminer, parce que c'est elle qui tient tout le groupe ensemble, dans une certaine mesure. Fait que, mauvaise idée, essayez de ne pas vous mettre en couple, sauf si vous êtes à occupation double, c'est super important parce que ils permettent pas aux gens de ne pas être en couple et de gagner. C'est comme ça. Ensuite de ça, bon, Emmanuel, avec sa personnalité qui fait en sorte que là, ça gosse le monde. Encore là, je pense que c'est la production qui essaye de nous mettre un scénario en tête, de dire ah, ça peut peut-être arriver, ça va peut-être arriver, là, et ça se peut que ça arrive. J'ai pas l'impression que ça va arriver. Peut-être, mais je pense que ça en prend plus. J'ai pas l'impression, de un, que François Lambert va utiliser son veto, parce que il essaie de pas créer de vagues. Il le dit déjà à quelques occasions depuis le début de la saison. Il essaye de faire ce que le patron veut. Il essaye de se maintenir et tout. Et à moins que Claude lui demande de dire ouais, finalement, élimine Emmanuel, on va éliminer Emmanuel. Je pense que François n'utilisera pas son veto. Donc, pour moi, la question Emmanuel était purement du feu d'artifice pour nous éblouir, de dire peut-être que Marie-Chantal et Varda vont s'en sortir. Mais non, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que Claude, par rapport à sa personnalité, va être trop de principes. Il risque de dire... Le speech, moi, que je verrais de Claude, c'est comme, écoutez, si vous voulez éliminer Emmanuel, gagner le prochain titre de patron, vous le mettrez. Moi, je le mettrai pas. J'ai fait ma job, les 2 filles sont sur le bloc, puis je touche pas à ça. Puis à ce moment-là, François Lambert prendra pas la chance d'aller contre Claude et de potentiellement se mettre tout le reste de l'alliance contre lui. Même si les autres diraient c'était peut-être un bon geste. Le pire, dans cette situation-là, j'ai l'impression que Claude ne mettrait même pas Emmanuel. Je pense qu'il mettrait quelqu'un d'autre, comme Maxime ou comme Jean-François, sur le bloc. Fait que de toute façon, ils régleront pas plus leur problème, en mon sens. Fait que ça, il y a ça. Le vote, bon, moi, je considère que le vote va être prévisible. Ça risque d'être Varda. Marie-Chantal est trop positionnée pour... Elle fait pitié. Les gens ont l'impression qu'elle s'est fait intimider. Les gens ont l'impression qu'elle fait son possible. Elle se donne dans les compétitions. Elle fait à manger. Elle fait le ménage. Dans une télé-réalité, c'est toujours gagnant. Les gens aiment ça, que quelqu'un les ramasse. Puis Marie-Chantal a fait tout ça. Fait que, dans la balance, de dire, c'est quoi que je veux garder? Une drama queen qui fait rien ou une drama queen qui fait tout? Puis je considère que Marie-Chantal est peut-être pas drama queen, mais bon, avec les sauts d'humeur ou autre, là. Mais ça va faire en sorte que
J'ai l'impression que peut-être que Varda va avoir 2 votes, 3 votes pour la sauver, mais j'ai pas l'impression qu'elle va avoir plus que ça. Peut-être que les gens vont essayer de faire une égalité, mais j'ai l'impression que ça va être très tempéré par Claude Bégin, par François Lambert, qui vont dire non, oubliez ça. Je comprends, vous voulez garder. Ils vont peut-être laisser Lisandre voter contre Marie-Chantal juste par respect de sa parole, des choses comme ça. Mais je pense que toutes les autres vont. Il va y avoir Jean-François, il va peut-être avoir Richardson, Maxime qui vont accepter, qui vont voter avec Varda de façon amicale. Mais je pense que ça dépassera pas ça. Honnêtement, j'ai pas ce feeling-là. Jusqu'à maintenant, quand on regarde les semaines qu'il y a eu, c'est très prévisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la semaine se déroule, les derniers épisodes de la semaine mettent beaucoup d'énergie sur la personne qui va être éliminée. La première semaine, on a vu beaucoup Geneviève Borne dans les derniers épisodes. On n'a pas vu vraiment... voyons... je me rappelle même pas c'était qui était c'était Claude Bégin. Fait qu'on a quasiment pas vu Claude Bégin dans les derniers épisodes de la semaine. Ensuite de ça, la deuxième semaine, même chose, Laurence, on l'a vu énormément à la fin de la semaine. Kevin, pas beaucoup. C'est Laurence qui a été éliminé. Je pense que là, on regarde cette semaine, Vardon, on l'a vu beaucoup dans les derniers épisodes. On n'a pas tant vu Marie-Chantal un peu. On n'a pas vu Emmanuel non plus. Fait que je pense que le côté prévisible, Varda va se faire éliminer dimanche. Peut-être qu'on va avoir une surprise. J'aimerais bien ça. Fait que c'est ça le problème qu'on a. Puis là, il y a une certaine vision à cause des pennés. Les gens... En fait, ce que les pennés font présentement n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. Dans le sens qu'ils se tiennent encore. Puis je sais pas comment que le vote à la fin, parce que généralement, c'est les gens qui ont été éliminés qui votent en finale dans Big Brother. Le hic, c'est que généralement, il y a un jury qui est composé de ces joueurs-là qui commence plus tard dans la saison. Je sais pas si les premiers joueurs vont être inclus dans ce jury-là. Si oui, ce que les pennés font présentement avec le vote est intelligent. C'est-à-dire qu'eux vont compter sur le fait que, oui, probablement, ils vont se faire sortir un à un. Mais s'il y en a un de leur gang qui survit pour X, Y raison et se rend en finale, ben, il va avoir le vote de toutes les autres avec lui. Fait que ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher la victoire. Alors que si, par exemple, l'autre alliance qui est très dominante, qui a beaucoup de monde dedans, doit se manger que tout le monde doit se manger entre eux autres, ben à ce moment-là, tout le monde va être un peu amer de ça. Les gens vont se sentir tout trahis par le reste de l'Alliance, ce qui risque de donner le vote de tous ceux qui vont avoir été trahis à la seule personne qui n'était pas dans leurs alliances et qui les a jamais trahis. En mon sens, c'est probablement le pari que les gens des pennés font présentement, parce que, objectivement, statistiquement, ils n'ont pas les nombres pour changer vraiment la donne à l'heure actuelle. Il faudrait vraiment qu'il y en ait qui gagnent 2-3 titres de patron en ligne pour rétablir l'équilibre, pour essayer de ramener quelqu'un vers eux autres, pour essayer de créer des dissensions, des choses comme ça. Et même encore là, c'est des gens qui sont gentils. Je veux dire, quand tu regardes, mettons, on exclut Varda parce que je pense que Varda va se faire éliminer cette semaine. Bon, Maxime, Richardson, GF, Jean-François, on le voit, c'est pas du mauvais monde, là. C'est pas du monde qui vont arriver, qui vont être patrons, puis qui vont essayer de créer de la merde à fond la caisse dans l'autre groupe. Ça va être du monde qui vont faire comme, peut-être ils vont mettre 2 joueurs forts en disant, ben vous êtes forts, je vous mets un contre l'autre, mais ils essayeront pas de changer la dynamique nécessairement de l'autre groupe. Peut-être qu'ils vont réussir par la bande, mais je pense pas que ça va être le but premier. Ils vont essayer juste de se gagner du temps. Et ça, de ce côté-là, ben ça va... c'est peut-être pas ce qu'il faut à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai l'impression que les pennés vont vraiment tous se faire éliminer. Mais s'il y en a un qui joue bien ses cartes, peut-être qu'il peut survivre plus longtemps. Ça, c'est un gros espoir. J'ai pas l'impression que ça va arriver, mais ça pourrait arriver. Fait que je pense que ça fait le tour. Ça wrap up pas mal les notes que j'avais. J'espère que ça vous a plu. Je l'ai fait plus court que la semaine passée, je crois. Fait que malgré que j'ai quand même topé mon heure. Moi, je me disais, je vais essayer de faire 45 minutes. Mais avec le nombre de questions, de commentaires, il y avait beaucoup de choses à régler. J'espère que ça vous a éclairci.
Et si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, gênez-vous pas, ça me fait plaisir. Comme vous voyez, je réponds à vos commentaires présentement, ce que j'ai pas fait l'année passée. Je m'en excuse encore une fois, mais je vais essayer de continuer avec ce rythme-là. Et donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.